Somnifère, le podcast. Bonsoir à toutes et à tous, nous sommes le lundi 16 mai et on commence la semaine avec une nouvelle qui décrit l'un des meilleurs moments de la journée, celui qui précède l'endormissement. De la quiétude du sommeil de l'enfance aux premières amours qui s'expriment une fois le soleil couché, le narrateur nous emmène ce soir dans une balade poétique qui célèbre les charmes de l'assoupissement. C'est un récit de François Coppée intitulé « L'invitation au sommeil ». Je vous souhaite une excellente nuit et maintenant place à notre séance de relaxation. La séance de relaxation. Les beaux jours reviennent, les journées s'allongent, on retrouve les terrasses, on se découvre un peu plus. Les températures s'adoucissent, c'est la saison des premières fraises et même des premières cerises avec les températures particulièrement clémentes cette année. Je vous propose qu'on prenne le dicton « En mai, fais ce qu'il te plaît » à la lettre et qu'on profite de cette mi-mai pour laisser l'amorosité de côté, pour prendre soin de soi, pour faire des choses qui nous plaisent, pour reprendre un peu d'aplomb si on a eu un petit coup de mou et pour accueillir avec optimisme les prochaines semaines. Peu importe les circonstances et peu importe ce qu'on traverse en ce moment. Je vous laisse un instant pour vous mettre à l'aise et lorsque vous êtes prêt, commencez par prendre une grande inspiration par le nez, lente et profonde, avant de laisser aller les tensions à l'expiration. On referme ensemble cette journée, comme on referme un livre. On laisse tout le quotidien et toutes les préoccupations de côté et on se prépare à déconnecter. Pensez à bien détendre la mâchoire, à desserrer les poings, à relâcher vos épaules. Laissez votre esprit simplement se fondre dans l'instant présent. Remarquez les mouvements subtils de votre corps qui se met en veille, alors que vous inspirez et que vous expirez. Laissez votre attention lentement se diriger sur votre visage et sur le poids de votre tête sur l'oreiller. S'il reste quelques tensions au niveau du front, de la langue ou de la mâchoire, tâchez de les détendre un maximum, de les laisser aller complètement. Laissez passer les pensées sans résistance, comme si vous n'y accordiez que peu d'importance, et recentrez votre attention sur le moment présent, sur les appuis de votre corps avec le matelas, sur la température de l'air à l'inspire et à l'expire. Sur la détente qui s'installe progressivement. Pendant la prochaine minute, ne faites rien d'autre que de porter votre attention sur votre respiration et sur votre ventre qui monte
et qui descend. Et laissez-vous tranquillement bercer par ces mouvements. Portez votre attention sur vos deux pieds et sentez comme une douce sensation de chaleur les envelopper. Laissez cette sensation remonter lentement vers vos chevilles, vos mollets, vos genoux, vos cuisses, vos hanches, votre ventre qui continue de vous bercer tranquillement. Votre poitrine et votre dos. Vos épaules qui sont complètement relâchées. Laissez cette sensation de détente s'installer un peu plus à chaque expire. Avant de rejoindre votre nuque, tranquillement, comme un subtil massage. Puis votre cuir chevelu, qui s'enveloppe à son tour d'une douce sensation de bien-être. Pendant un court instant, ne faites rien d'autre que de profiter de cet état de détente et de quiétude. Concentrez-vous simplement sur votre ventre, qui continue de vous bercer tranquillement,
et sur les mouvements de votre respiration, à l'inspire et à l'expire. L'histoire du soir. Vous êtes calme et détendu. François Coppée, l'invitation au sommeil. Quand il n'était qu'un tout petit garçon, autrefois chez ces braves gens de père et mère, c'était le meilleur moment de la journée. Le dîner était fini, la maman, après avoir donné un coup de serviette à la toile cirée, servait la demi-tasse du père. Du père qui seul prenait du café, non par luxe et gourmandise, mais parce qu'il devait veiller très tard à faire des écritures. Et tandis que le bonhomme sucrait son moka, un seul morceau bien entendu, devant toute la famille assise autour de la table ronde, la maman apportait le panier à ouvrage. Les 3 sœurs, nées à 1 an de distance, commençaient à ourler des mouchoirs. Et lui, le gamin, le dernier né, le Benjamin, exaucé sur sa chaise haute, édifiait un château de cartes. En été, dans les longs jours, on allumait la lampe le plus tard possible, et par la fenêtre on voyait un ciel orageux de soir d'été, aux nuages bouleversés, et le dôme des Invalides tout écaillé d'or dans la fournaise du couchant. Comme c'est très mauvais pour la digestion d'écrire comme ça tout de suite après dîner, on faisait un peu causer le père afin de retarder le moment où il se mettrait à son travail du soir. Des copies de mémoire à 6 sous le rôle pour un entrepreneur de quartier. Le pauvre homme, une nature de rêveur, un esprit littéraire, en était arrivé là ayant perdu l'espoir de passer sous-chef et employait toutes ses soirées à copier du jargon technique. Démonter et remonter la serrure, donner du jeu à la gâche, etc., etc. Mais pour le moment, il s'oubliait à bavarder avec sa femme et ses filles, gaiement, car tout allait à peu près bien dans l'humble ménage. « Louise, mon enfant, s'écriait le père, tu fais des châteaux en Espagne. » Et l'on riait. Tout à coup, il faisait presque nuit dans la chambre, le père s'apercevait que son petit garçon venait de s'endormir, la tête sur son bras replié, parmi l'écroulement du dernier château de cartes. « Ah, disait joyeusement le brave homme, le marchand de sable a passé. » L'exquise minute. Il ne l'oubliera jamais, le gamin qui a des cheveux gris maintenant. Sa mère le prenait dans ses bras, et il sentait la barbe rude de son père et les lèvres fraîches de ses 3 sœurs se poser tour à tour sur son front ensommeillé. Puis avec une délicieuse sensation d'évanouissement, il laissait tomber sa petite tête sur l'épaule maternelle, et il entendait confusément une voix douce, si douce et caressante, murmurer près de son oreille. Maintenant, il s'agit de faire dodo. 20 ans plus tard, il était un poète inédit, un étudiant en rime, et il faisait une partie de campagne avec sa chère petite Maria, une modiste ressemblant à une madone du Corrège. À l'arrivée, en descendant de la voiture publique et en déposant leurs légers bagages dans la chambre d'auberge, ils avaient bien ri, elle et lui, du brevet de maître d'armes encadré, du bouquet de fleurs d'oranger sous un globe, du grand lit à bateau et du papier de tenture où se reproduisait à l'infini un nabab fumant son chibouk sur un éléphant. Mais quand ils eurent ouvert la fenêtre donnant sur de la vraie campagne, et qu'ils virent devant eux la route forestière, la route humide et verte fuyant sous les châtaigniers, ils poussèrent un cri de joie, les Parisiens, et dans leur enthousiasme, ils se donnèrent un baiser en pleine bouche devant la nature. Et depuis 2 jours de juin trop chauds, à l'atmosphère de bain trempée de courtes averses, ils vivaient là, battant les bois du matin au soir, et avant de se coucher, laissaient la fenêtre entr'ouverte
pour être réveillés par les rossignols. Et ils étaient si heureux, qu'ils avaient oublié tout leur passé et qu'il leur semblait avoir toujours habité cette chambre rustique. Déjà, il avait eu des maîtresses, mais celle-ci était vraiment la première, la seule qui l'eût aimé ainsi, avec cet abandon, avec cette confiance. Douce, silencieuse, aimante, et si mignonne avec des yeux tendrement malins. Il était fou d'elle, fou de l'odeur fraîche qu'elle exhalait, de ses mots d'enfant, de la moue si sage et si sérieuse de sa bouche quand elle était pensive. Et elle l'aimait si naïvement, et s'il restait 2 jours sans la voir, elle lui écrivait d'une grosse écriture maladroite de si adorables lettres pleines de sentiments et de fautes d'orthographe. Voilà longtemps qu'il projetait de faire cette bonne partie, longtemps qu'il n'avait pas pu. Pourquoi ? Parce que la liberté est rare, et aussi à cause de ce bête d'argent qui manque toujours. Mais enfin, ils s'en étaient donnés tous les deux du bon temps et du grand air. Ils avaient mangé des artichauts à la poivrade sous la tonnelle fleurie des Capucines, bu du reglingué qui râpe le gosier, couchés dans des draps de paysans bien blancs et bien rudes. Ils avaient surtout couru au hasard sous les taillis, où elle avait cueilli et mangé des mûres et des fraises sauvages, et où lui, comme un berger de Théocrite et comme un calicot du dimanche, avait gravé son initiale et celle de Marie avec son canif sur l'écorce blanche d'un bouleau. Mais l'instant le plus doux de ces heures, l'instant dont le souvenir fera naître encore un souvenir sur ses lèvres de vieillard dans 40 ou 50 ans, quand il traînera sa canne d'invalide sur le sable de la petite Provence, ce fut vers 11 heures du soir, la veille du départ. Comme il pleuvait à verse, il s'était attardé devant la cheminée de la cuisine, lui séchant ses gros souliers de chasse, elle arrangeant la gerbe de fleurs des champs qu'elle voulait rapporter à Paris. Puis ils étaient remontés dans leur chambre, où ils avaient fourbancé quelque temps en riant d'entendre dans la salle basse traîner la jambe boiteuse de l'aubergiste qui fermait ses volets. Enfin, tout s'est tu. La pluie avait cessé, et il s'était senti tout à coup environné par le grand silence et la profonde solitude de la campagne nocturne. Sans rien dire, elle prit l'unique bougeoir, le posa sur la cheminée, devant la glace sombre et tachée par les mouches, et elle commença sa toilette de nuit. Lui, plongé au fond du grand fauteuil, les jambes croisées, il la regardait, tout engourdi de bonheur et de fatigue. Elle avait retiré sa robe et son jupon, et gardant seulement son corset de satin noir qui étreignait sa taille mince, elle levait gracieusement pour tordre son chignon, ses bras un peu grêles au-dessus de sa tête, quand elle vit dans la glace son amant qui lui souriait. Et elle lui rendit son sourire. Comme il l'aimait, dans ce moment-là. Comme il l'aimait bien, sans désir. 2 nuits d'ivresse les avaient éteints, mais il était plus tendre encore dans son accablement. Devant le lit préparé qui embaumait la lavande, devant les 2 oreillers jumeaux, il savourait d'avance la volupté délicate de s'abandonner à l'étreinte de son ami, de lui dire bonsoir dans un baiser sans fièvre et de s'endormir sur ce cœur simple qui ne battait que pour lui. Et c'est alors que, semblant deviner sa pensée, elle était venue s'asseoir sur ses genoux, l'avait pris dans ses petits bras, et le regardant de tout près avec ses yeux fins et doux que fermait à demi le sommeil, elle lui avait dit câline comme un enfant qui veut être bercé, et d'une voix mourante de lassitude. Maintenant, il s'agit de faire dodo. Bonne nuit. Bonne nuit.